Bonjour à tous, l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment calculer la valeur intrinsèque d'une société cotée en bourse. La valeur intrinsèque, ça correspond tout simplement à la véritable valeur d'une société. Et bien entendu, quand vous faites de l'investissement et notamment du value investing, ça va être un concept très important parce que vous allez chercher à investir à un moment où le cours de bourse est suffisamment inférieur à cette valeur intrinsèque, tout simplement pour maximiser vos chances d'avoir un bon retour sur investissement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes méthodes qui existent, comment les appliquer et je vous donnerai également ma méthode préférée, celle que j'utilise personnellement pour investir. Donc surtout si vous aimez cette vidéo, eh bien mettez un pouce vers le haut, ça m'aide vraiment beaucoup pour le référencement. Il existe trois méthodes pour calculer la valeur intrinsèque d'une société. Première méthode, le DCF, ça veut dire Discounted Cash Flow en anglais, ça correspond à une actualisation de flux de trésorerie futur. Deuxièmement, les multiples. Donc là, typiquement, on va travailler avec les PER, les valeurs d'entreprise divisées par l'EBIT, ou bien la capitalisation divisée par la marge brute d'autofinancement. Et ensuite, on applique eh bien, c'est multiple sur les données financières disponibles de la société. Et enfin, troisième méthode, c'est la méthode qu'on appelle de l'actif net réévalué. Donc ça, c'est une méthode un peu particulière qui va s'appliquer uniquement dans certains cas de figure. Donc les deux premières, DCF et multiples, c'est vraiment les principales méthodes qui sont utilisées. Et la troisième, c'est vraiment uniquement dans certains cas particuliers. Donc justement, je vous propose eh bien, de commencer par cette dernière méthode, celle de l'actif net réévalué. Cette méthode de l'actif net réévalué va en réalité s'appliquer dans un seul cas de figure précis, le cas où la société que vous cherchez à évaluer détient un portefeuille d'actifs, un ensemble d'actifs, et où eh bien, sa principale activité consiste justement à développer ce portefeuille. Je vous donne plusieurs exemples pour être concret. Ça peut être typiquement un promoteur immobilier qui détient eh bien, un ensemble de biens immobiliers qu'il a fait construire et qu'il va revendre plus tard. Deuxième exemple, ça peut être dans le domaine de l'agriculture, une société qui détient des terres agricoles, qui les a achetées, qui les développe et qui va les revendre. Ou ça peut être par exemple une société de recouvrement qui eh bien, a à son actif des créances, un ensemble de créances à recouvrer et, donc et dont le métier ensuite consiste justement à essayer de recouvrer ces créances. Donc tout ça, c'est des exemples eh bien, typiques pour lesquels on va pouvoir appliquer cette méthode. Concrètement, comment est-ce qu'on fait le calcul? Eh bien, c'est assez simple. Pour l'actif net réévalué, vous allez d'abord prendre toute la valeur comptable des actifs, soustraire la valeur comptable de toutes les dettes. Donc ça va vous faire un premier montant. Et ensuite, vous allez passer un ajustement qui correspond à la différence entre la valeur de marché des actifs du portefeuille qu'on vient d'évoquer et la valeur comptable. Donc l'idée, c'est d'essayer d'être au plus proche de la véritable valeur des actifs si jamais vous vendez tous les actifs et vous remboursez toutes les dettes. Et donc ça, à la fin, ça va vous faire un chiffre. Souvent, il est présenté en format par action pour pouvoir faire une comparaison très simple entre cette valeur d'actif net réévalué et le cours de bourse de la société. Donc ça, c'est le principe. Et ensuite, votre valeur intrinsèque, eh bien, ça ne va pas être exactement l'actif net réévalué. Pourquoi? Parce qu'il va falloir passer une décote. Pourquoi est-ce qu'on passe une décote quand on fait ce genre de calcul de valeur intrinsèque? Tout simplement parce que les actifs qu'il y a dans le portefeuille, d'une part, souvent ne sont pas liquides. Il n'est pas facile de les vendre. Donc, c'est pas très simple de trouver un acheteur. Donc ça, c'est une première raison. Et une deuxième raison, c'est qu'il faut aussi prendre en compte eh bien, le coût de la gestion de ce portefeuille sur le long terme. Et donc ça explique que il est tout à fait normal d'avoir, quand on fait un calcul de valeur intrinsèque par actif net réévalué, une décote qui va être plus ou moins importante en fonction des deux critères que je viens de citer. Pour être très concret, parmi les sociétés que j'ai personnellement analysées qui correspondent à ce cas de figure, les décotes que j'ai observées varient beaucoup hein, d'une société à l'autre. En moyenne, elles sont entre 10 pour le minimum et ça peut aller jusqu'à 40% de décote par rapport à l'actif net réévalué.
Avant de continuer cette présentation, je fais juste une petite pause pour vous dire que j'ai préparé une formation gratuite. Si vous vous intéressez à la gestion de patrimoine, je décris dans cette formation de manière très précise la méthode que j'utilise pour gérer mon propre patrimoine. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo. On passe maintenant aux deux méthodes principales, méthode des DCF et des multiples. Donc là, en fait, on est dans le cas classique d'une société qui crée des produits et des services et qui va générer du revenu grâce à la vente de ces produits et de ces services. Donc c'est assez différent du modèle précédent. Le modèle précédent, c'était des sociétés qui exploitaient un portefeuille. Là, eh bien, on est dans le cas classique de la vente de produits et de services. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir une différence assez importante entre ces deux méthodes. Pour ce qui est du DCF, on va fondamentalement chercher à prévoir l'avenir. Enfin, ce que ça veut dire DCF, c'est que c'est une actualisation de flux de trésorerie futur. Donc on va faire des hypothèses sur le futur. C'est assez différent de la méthode des multiples, où en fait on va principalement baser notre calcul sur des éléments historiques ou des éléments qui ont été très récemment publiés par la société. Donc il n'y a pas vraiment de prévision. Donc ça, c'est une première différence fondamentale entre ces deux méthodes. Pour votre information, dans le monde financier, on considère que la méthode la plus propre, la plus juste, c'est la méthode du DCF. Et c'est normal d'un point de vue théorique, la valeur d'un actif, c'est effectivement, par définition, eh bien, une actualisation de flux futurs qui vont être générés grâce à cet actif. Donc là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est aussi la méthode qui est la plus difficile à appliquer et on va le voir maintenant plus en détail. Pour arriver à faire un DCF, il va falloir arriver à définir un certain nombre de paramètres et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Le premier, bien entendu, c'est le free cash flow. Donc là, il va falloir faire le calcul sur la base eh bien, des derniers éléments publiés par la société. Ça va vous donner le cash flow, le free cash flow initial. Ensuite, pour modéliser les années suivantes, ce qui va être fait souvent pour simplifier, c'est qu'on va tout simplement appliquer un taux de croissance, donc c'est ce que j'ai mis ici, par rapport à ce cash flow initial pour modéliser les années suivantes. Alors, dans le cas des secteurs quand même assez cycliques, ce qui va être fait en plus, c'est que justement, on va essayer de modéliser le cycle et donc on va faire apparaître eh bien, certaines années qui vont être moins bonnes avec un moins bon taux de croissance, voire une décroissance, et puis après d'autres années où il va y avoir de plus fortes croissances. Donc ça va pouvoir être fait, mais dans la modélisation que je vais vous montrer, il y aura uniquement un taux de croissance fixe. Ensuite, il faudra définir le taux d'actualisation. Donc le taux d'actualisation, pour simplifier, c'est globalement la rentabilité qui est attendue par les investisseurs pour un investissement dans cette société. Et ensuite, il va falloir aussi faire un calcul de valeur finale. Donc c'est comme ça que ça fonctionne d'habitude. On définit une durée, par exemple 10 ans. C'est ce que j'ai mis dans la modélisation que je vais vous montrer. Et à la fin, eh bien, on calcule la valeur de cette société après avoir réalisé ce parcours de 10 ans dans le futur. Donc il faut définir un multiple qu'on applique sur eh bien, les free cash flow dans le futur. Donc pour être très concret, on va regarder tout de suite une modélisation sous Excel. Donc ici, je vous ai fait deux tableaux de modélisation. Donc, comme ça, on pourra regarder à chaque fois les différences quand on prend des paramètres qui sont différents. Donc là, le principe, c'est que, vous voyez, j'ai pris une durée de 10 années et ensuite, à la fin ici, je calcule la valeur finale. D'accord? Donc le calcul est fait ici et ensuite j'actualise chacun des montants. Donc vous pouvez le voir ici. Hop, voilà, donc chacun des montants est actualisé avec le taux d'actualisation qu'on a défini. Ici, en l'occurrence, j'ai pris 8% pour cet exemple. D'accord? Et donc à la fin, on fait la somme eh bien, de tous les flux actualisés, hein, donc c'est le DCF, et on obtient une valeur, d'accord, pour la société. Voilà, donc là, il n'y a pas de différence entre les deux modèles, et donc on est à zéro ici. Donc on va prendre les éléments les uns après les autres. D'abord, il faut commencer par le calcul du free cash flow de départ.
Donc en fait, ça, quand vous connaissez un peu les rapports annuels, quand vous avez passé un peu de temps à les lire et les publications, vous savez que en réalité, ce montant, le free cash flow, il n'est pas toujours disponible en lecture directe dans les documents financiers. Il n'y a pas d'obligation pour une société à publier ce chiffre. Parfois c'est fait, et parfois c'est parfait, parfois il peut être calculé, mais ça peut être un peu difficile. En fait, le free cash flow, c'est un élément dans lequel on prend les cash flows d'exploitation et on va retirer les cash flows d'investissement, mais uniquement ceux qui sont relatifs aux investissements qui doivent être faits pour maintenir l'actif de production existant. Mais il faut exclure tout ce qui est relatif aux investissements d'achat de nouveaux outils de production. Et cette distinction, en fait, au niveau des cash flows d'investissement, elle n'est pas toujours faite dans la communication financière des entreprises. Donc, dans certains cas, vous allez voir que c'est assez difficile de faire le calcul de free cash flow. Voilà. Donc ça, c'est une première difficulté. Ensuite, bien entendu, bah, vous avez le taux de croissance. Donc là, on a simplifié, hein, ici, j'ai mis le même taux de croissance, par exemple 5% par an dans cet exemple, que j'applique tous les ans et ça fait croître voilà, les free cash flow peu à peu de la société. Donc là, bah, tout de suite, on va regarder, on va faire un exemple. Si jamais je me trompe et que la croissance est un peu inférieure, disons 3% par exemple, je vais mettre 3% ici, hop, et donc tout de suite, vous voyez ici qu'on a une différence qui apparaît de 12% entre les deux modèles. Donc si vous faites une erreur, si vous vous trompez de 2% sur le taux de croissance que vous appliquez hein, dans vos free cash flow, eh bien, vous allez avoir une différence de 12% au niveau du résultat, donc du calcul de la valeur de la société. Donc c'est quand même assez élevé. Je précise ici que j'ai pris un multiple de valeur finale de 15 fois, hein, j'ai pris le même hein, des deux côtés, 15 fois les free cash flow. Donc vous voyez que c'est une première, enfin quand même problématique hein, d'avoir des écarts aussi importants si on fait simplement une petite erreur au niveau du taux de croissance. Alors je remets ici les 5%. Donc ensuite, l'hypothèse suivante, c'est eh bien, le taux d'actualisation. Donc là aussi, c'est pas toujours facile à définir. Ça va dépendre souvent, dans certains pays, on va attendre des taux d'actualisation qui sont plus élevés compte tenu du niveau du risque. Voilà, donc c'est pas toujours facile de définir exactement quel est le bon taux d'actualisation. Vous pouvez faire des erreurs. Donc là, on va prendre l'hypothèse qu'on a fait une erreur aussi de 2%. Donc on va le monter à 10 ici. Et tout de suite, vous voyez que, eh bien, on a une différence de plus de 13% au niveau du calcul entre les deux modèles. Voilà, donc c'est quand même assez significatif. Et ensuite, le dernier élément, donc là je vous le remets à 8%, le dernier élément c'est le multiple de valeur finale. D'accord? Donc c'est la valeur qu'aura la société dans 10 ans. Donc ça aussi, vous pouvez vous imaginer que c'est pas très simple à définir. Alors ce qu'on peut regarder pour le calcul des multiples, c'est l'historique, c'est combien est-ce qu'il y avait à peu près en moyenne de multiples dans l'historique ou alors globalement dans le marché ou chez des comparables. Mais là aussi, honnêtement, on peut faire parfois de grosses erreurs. Donc là, j'ai mis 15 fois pour la première modélisation. Je vais mettre 12 fois ici pour vous montrer l'écart. Et donc là aussi, pareil, vous voyez que, eh bien, on obtient un écart de plus de 11% entre les deux valeurs. Donc ça, c'est quand même assez gênant. Vous voyez que bah, il y a beaucoup de paramètres à définir et si vous vous trompez, ben, à chaque fois, ça ajoute une erreur. Donc si j'ajoute les différentes erreurs, là, je vais les cumuler. On va monter à 10% ici au taux d'actualisation et on va mettre un taux de croissance seulement à 3%. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que en cumulant les erreurs, on arrive au final à des différences en termes de valorisation qui sont quand même très élevées. Là, on arrive à plus de 30% d'écart entre les deux valeurs. Donc, moi, personnellement, c'est pour cette raison que je trouve que c'est un modèle qui n'est pas toujours très robuste. Si vous donnez ce modèle à deux personnes différentes, deux analystes différents, il y a quand même de fortes chances qu'ils arrivent à des valeurs, des résultats qui sont très différents.
Et donc, moi, personnellement, c'est pour ça que, même si je l'utilisais un peu au début, j'utilise ce modèle de moins en moins, voire pas du tout aujourd'hui, parce que eh bien, je trouve qu'il est pas suffisamment robuste. Il y a trop d'hypothèses qu'on peut manipuler. Je pense que souvent, les personnes qui utilisent ces modèles-là, elles ont en tête un objectif de valorisation et elles vont un peu triturer les différents paramètres pour au final arriver à la valeur qu'elle souhaite pour la société. On passe maintenant à la méthode des multiples. Pour cette méthode, on va utiliser des ratios, typiquement des ratios comme le PER, le VE sur EBIT, la capitalisation divisée par la marge brute d'autofinancement. Donc l'objectif, ça va être de calculer les moyennes de ces ratios-là qui correspondent à une valeur qu'on peut considérer comme la véritable valeur de la société. Et ensuite, on va utiliser ces résultats et les appliquer sur les éléments financiers de la société pour trouver, pour en déduire la véritable valeur de la société. Alors, sur les éléments de la société, on va parfois faire quelques ajustements. Typiquement, s'il y a eu des événements exceptionnels, il va falloir essayer de lisser un petit peu. Mais globalement, vous voyez qu'il va y avoir que deux paramètres. L'élément financier, donc par exemple le résultat net pour le PER, et de l'autre côté, le ratio que vous aurez identifié. Il y a simplement donc deux paramètres à identifier. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus simple, il y a beaucoup moins de paramètres que pour le DCF. Et donc c'est pour ça, hein, moi, vraiment que je préfère cette méthode-là. On a simplement deux éléments à calculer, on fait une multiplication et on obtient un résultat. Alors après, la question, c'est comment eh bien, arriver à définir ces multiples, ces ratios, à identifier ceux qui correspondent à une valeur intrinsèque. Donc ce qu'aiment les puristes d'habitude, c'est d'aller chercher des multiples qui correspondent à des transactions comparables. Donc c'est ce que j'indique ici, c'est souvent ce qui est fait typiquement par les banques d'affaires quand elles font une valorisation, mais elles le font parce qu'elles ont accès à beaucoup d'informations, à des bases de données dans lesquelles il y a justement beaucoup de détails sur des transactions de sociétés comparables. Ça, pour un particulier, c'est quand même un peu difficile à faire. Ce que peut faire le particulier en revanche, de manière beaucoup plus simple, c'est d'aller regarder l'historique, alors que ce soit pour la société qu'il étudie ou alors pour des sociétés comparables du même secteur ou pour des marchés, certains pays. Il peut regarder l'historique, par exemple des PER, et calculer une moyenne, tout simplement, et ensuite l'appliquer eh bien, sur les éléments financiers de la société. Donc un exemple que vous connaissez peut-être, c'est ce qu'on appelle le Shiller-P ratio. Donc c'est un exemple de PER, mais c'est un PER un peu particulier qui est intéressant parce que il est calculé en faisant une moyenne sur 10 ans, donc ça permet de gommer les cycles économiques. Et en plus, il y a un ajustement qui est fait par rapport à l'inflation. Donc c'est une donnée plus robuste, je trouve, que simplement le PER brut. Et on a des données sur une très longue période, depuis les années 1860 à peu près sur ce critère. Là, on est sur le marché américain, plutôt sur les grandes sociétés. Et on voit tout de suite, on a le calcul qui est fait de la moyenne et de la médiane. Et on voit qu'on est eh bien, sur une longue période, en moyenne entre 16 et 17 fois, hein, donc au niveau du PER. Donc ça, ben, ça vous donne un indicateur sur eh bien, la véritable valeur de la société que vous pouvez ensuite appliquer sur les éléments financiers que vous disposez de la société. Alors, personnellement, je préfère quand même faire quelques ajustements en plus, même quand j'ai calculé des moyennes, je vais prendre en compte trois critères complémentaires quand je fais mon calcul par multiple. Premièrement, je vais faire un ajustement en fonction du taux de croissance. Si vous êtes face à une société qui a vraiment un taux de croissance élevé, alors pour moi c'est à partir de 10% et ça devient très élevé au-delà de 15 ou 20%, là, et si vous voyez qu'a priori elle arrive à le maintenir sur le long terme, bah, il y aura sûrement un petit bonus.
je vais considérer que la valeur intrinsèque, elle correspond à un multiple un petit peu meilleur, un peu plus élevé pour cette société. Alors que si je suis autour de 5% de croissance, voire un peu moins, voilà, je serais peut-être un petit peu en dessous des données moyennes. Donc ça, c'est la première chose, le taux de croissance. Ensuite, je vais prendre en compte aussi le pays. Très clairement, on va avoir eh bien, des multiples qui vont être meilleurs dans les pays développés que dans les pays émergents. Donc ça, et vous pouvez le constater en regardant l'historique tout simplement. Donc ça, il faudra bien le prendre en compte. Il y a un bonus quand vous êtes dans un pays développé. Et ensuite, troisième élément, la taille de la société. Donc ça aussi, hein, c'est quand même vrai. Il y a naturellement les sociétés qui sont plus grandes, de plus grande taille, en moyenne, sont quand même un petit peu plus solides. Et donc, c'est normal qu'il y ait un petit bonus. Donc pour une mid cap, eh bien, vous allez payer un petit peu plus cher que pour une small cap. Donc c'est normal hein, d'avoir une petite différence sur la base de ces trois critères. Les points à retenir en conclusion sont les suivants. Premièrement, quand vous commencez à analyser une société, il faut toujours se poser la question, est-ce que vous êtes face à une société qui gère un portefeuille d'actifs ou alors, plus classiquement, est-ce que vous êtes face à une société qui vend des produits et des services? Et donc, si vous êtes dans le premier cas, gestion de portefeuille, là, il faudra sûrement utiliser plutôt la méthode de l'actif net réévalué, alors que dans le cas général, eh bien là, à mon avis, il faut privilégier la méthode des multiples. C'est une méthode qui est plus simple à appliquer que la méthode du DCF, tout simplement parce qu'il y a moins de paramètres à calculer avec cette méthode des multiples, et donc, à mon avis, elle est in fine plus robuste que la méthode des DCF. En tout cas, il y a moins de risques de faire des erreurs. Et dernier point, il faut être prudent dans le choix des hypothèses de calcul. L'objectif principal, c'est surtout de ne pas survaloriser la société que vous étudiez. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'investissement, notamment du value investing, le principe, c'est d'investir à un prix qui est suffisamment inférieur à la valeur intrinsèque de la société, la vraie valeur intrinsèque. Et le problème, c'est que si vous survalorisez, eh bien, vous allez diminuer vos chances de réaliser une bonne plus-value. Voilà, donc il faut être prudent pour être sûr eh bien, d'avoir une bonne marge de sécurité. Si vous vous intéressez à ces problématiques de gestion de patrimoine, j'ai préparé une formation gratuite dans laquelle je décris très précisément la méthode que j'utilise personnellement pour gérer ma propre épargne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la consulter. Il y a un lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao!